pourtant, c'est très important de le faire parce que sinon vous donnez l'impression d'être seulement toujours à la première lecture du texte. Pourtant, ce que j'ai dit sur Margaret n'était pas tout à fait visible à la première. Enfin, c'est pas foufou, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont remarqué, mais n'empêche que fallait le dire et surtout, pour donner l'impression que c'était plus intéressant et plus recherché, fallait l'appuyer sur des remarques stylistiques. Et on voit ici que, selon si on parle de Jaco ou de Margaret, le style d'écriture n'est pas tout à fait le même. Les mots sont plus justement sauvages, et c'est ça que j'adorais dans le style de Jaco, c'est que les phrases étaient longues, entrechoquées. Chez Margaret, il me semblait que quand elle parlait de lui, c'était beaucoup plus court, plus sec, elle était un peu stressée, nanana. Et je trouve que c'est le genre de choses qui donnent la charpente de votre devoir. Il faut les faire discrètement parce qu'il ne faut pas donner l'impression d'un catalogue de citations du texte stylistique. Il faut que ce soit discret et puis que pourtant ça alimente de façon considérable votre devoir. Et je pense que c'est un conseil à prendre en compte. Voilà. Et donc ma problématique, qui a bâti à peu près le plan du devoir, était de mêler d'un côté l'apollinien, puis le dionysiaque, mais après, ça, je m'en fous, c'est les mots que j'ai utilisés, mais on peut partir de n'importe quoi d'autre en fait. Mais ce qui compte, c'est que la problématique énoncée dans l'introduction, puis la troisième partie, qui est plus ou moins la chasse gardée un peu qu'on a chacun pour faire notre truc original, soit original du coup. Et du coup, ma troisième partie était quant à la façon dont se fait l'amour à travers la synthèse donc, de l'apollinien, les deux à la fois. Ces rares passages du texte en fait où la focalisation n'est plus portée sur un seul des deux personnages, mais les deux à la fois et leur histoire d'amour. J'essayais d'insister là-dessus, et je montrais que, à côté de ça, il n'y avait pas seulement une histoire d'amour qui se jouait, parce que c'est souvent premièrement l'impression, et le but étant de toujours dépasser la question entre les parties, mais également une vision de l'art, et en l'occurrence, c'était l'idée de Nietzsche, parce qu'il ne parlait pas de l'amour, l'amour, tout ça pour lui ça devient une chose, l'art, l'amour, c'est une interprétation de Nietzsche, mais du coup, ici on a aussi, de façon cachée et subliminale et enseveli sous le texte, un art poétique. Un art poétique dans la mesure où est inscrite, à travers la façon dont l'amour se crée, la façon dont se crée aussi l'art et la littérature en général, par le clash de... là je vais descendre, je dirais ça en anglais, je dirais pas c'est plus en français, mais de culture et d'intérêts différents et de pays différents. Donc c'était en gros ma troisième partie, alors parce que j'ai quelque chose d'intéressant là-dessus. Le fait qu'elle ne le retienne pas, comme j'avais dit, qu'elle cherche à accepter tout ce qui vient de lui, pourtant elle-même enfermée dans ses propres mœurs. Voilà. Là j'ai insisté d'autant plus sur la double focalisation, c'est-à-dire d'avoir deux personnages à la fois, ce qui n'est pas forcément commun. Évidemment, on est habitué à avoir une héroïne ou un héros. Là il se trouve qu'on avait deux portraits et successivement les états d'âme de l'un et l'autre. Donc c'était quand même caractéristique du texte, et peut-être le seul truc intéressant à dire sur le texte, stylistiquement je veux dire. Donc voilà, j'ai gardé ma troisième partie pour ça, parce que je pense que ça vaut le coup de garder le meilleur pour la fin, quand on a l'impression de faire quelque chose de bien, pour revenir là-dessus. C'est là que j'ai insisté sur le côté... le fait qu'elle était vraiment attirée par la nature de sa chambre qui était une espèce d'océan qui débordait des placards. C'est en même terme que Nietzsche parle d'Apollon et de Dionysos qui s'attirent l'un et l'autre. Et après ces trois parties, donc, vous voyez, c'était vraiment... je trouve ça décevant quand je relis ça, mais je pensais pas avoir une telle note, et ce que je tire comme conclusion, c'est qu'ils veulent pas des trucs foufou. J'ai fait une partie sur le personnage, une partie sur l'autre, et une troisième partie sur la synthèse. C'était le truc le plus banal qu'on pouvait attendre. Avec une langue correcte, on se relit, surtout on se relit beaucoup pour éviter les fautes débiles en anglais qui passent, mais en allemand aussi qui passent beaucoup plus qu'en français. On évite ça, on essaye de glisser quelques expressions toutes faites en anglais qui passent bien. Et à la fin, voilà, la bonne note arrive, alors de là ce que ce soit un 18, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a des 14 auxquels on s'attend pas, et c'est assez fabuleux parce que c'est une matière sur laquelle on compte pas forcément, on se dit, je vais essayer. Moi personnellement, je suis parti en me disant que j'allais sauver les meubles, et j'en suis sorti après mes trois parties absolument banales sur une telle note, qui du coup a été la meilleure, on a vachement favorisé au concours. Et au niveau de la conclusion, je sais pas si je vais pas faire. Alors je vais pouvoir en parler.
Mais il s'agit toujours dans la même idée de garder un petit atout pour la fin, pour dévoiler sa manche à ce moment-là, et d'essayer de laisser un souvenir au correcteur, et ça paraît totalement superficiel et surfait toujours, mais pourtant ça marche. Et Madame Letellier, elle a tout le temps dit, et je me souviens quand j'avais mon blanc, j'avais une bonne note pareil, alors que j'ai fait un truc franchement pas beaucoup, et elle était là. Ah oui, ça c'était une vraie conclusion. Et enfin, je sais pas, quand on rend une copie, moi j'aurais préféré qu'elle me dise qu'elle avait bien aimé mon devoir, ma version. Non, elle me rend une bonne note, elle me dit que c'était une bonne conclusion. Mais je crois que c'est tout à fait révélateur de la mentalité de beaucoup de profs d'anglais. Et je l'adore, Catherine Letellier, mais c'est vraiment ça. Et j'espère que ça vaut aussi en allemand, parce que sinon je parle pour deux personnes ici. Donc, mais ça vaut la peine. Louise nous dira des choses différentes, mais des choses communes, bien sûr. Donc voilà. Essayez de finir. Si possible, si vous avez une citation que vous connaissez en rapport avec le sujet, de loin de près, parce que c'est le moment d'ouvrir aussi, de s'éloigner un petit peu du texte. N'hésitez pas à citer, alors ce qui est rigolo, j'aime bien citer en français à la fin d'un devoir d'anglais, c'était très aristocratique je trouve. Mais voilà, je trouve que ça se fait bien, et les profs apprécient, et ça ne gêne absolument pas que vous citiez en français, parce que traduire en fait serait assez prétentieux finalement. C'est beaucoup moins prétentieux de citer en français, mais vaut mieux parce qu'on traduit mal, on n'est pas non plus des champions, donc il vaut mieux le citer en français directement. Et oui, je me souviens d'un autre texte où c'était Céline à la fin, et ça avait plu. Donc n'hésitez pas, et en plus c'était le truc de l'année, on avait voyage au bout de la nuit, sans scrupule, allez-y. Bon, je crois que c'est un truc qu'il faut éviter dans les autres matières, je ne sais pas forcément de citer le truc qu'on a au programme pendant l'année. Mais en anglais, ils sont un peu dans leur sphère, sur leur rire encore une fois. Donc ils n'ont pas forcément suivi ce qu'on faisait pendant l'année, ils sont là, ils aiment bien, ça sonne bien. Si c'est pertinent, en fait, c'est la seule matière où j'ai envie. Et c'est pour ça que j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui. Lâchez-vous, parce que c'est la seule matière où ils sont académiquement moins dans leur corset, un peu enserrés dans leur dans leur carcan de bonne humeur. Pourtant les Anglais. Et non, il faut se faire plaisir, ça se fait remarquer apparemment, et faites-le. Voilà. Donc pour l'anglais, c'est ce que je voulais vous dire. Finalement, j'arrive. Ça fait 1h15. Je ne sais pas si vous vouliez parler de philosophie, parce que c'est ce que j'avais dit au début avec Lélia. Puis, peut-être on va y aller à la question, si vous avez des... Voilà, c'est ça. En fait, comme j'ai moins prévu de choses à raconter, j'ai pas ramené de sujet, je peux vous parler un petit peu de quelques ouvrages que j'ai eu pendant les vacances. Et surtout, je pense que ce serait intéressant d'avoir de parler un petit peu. Je ne sais pas si vous avez fait des choses en philosophie pendant les vacances, par hasard. Ce qui serait tout à fait légitime de ne pas faire, pour être honnête. Il n'y a pas de jugement à ce sujet-là, mais je ne voudrais pas surtout répéter des choses que vous avez déjà lues. En fait. Les conseils que je donnais au début des vacances au sujet de la philo étaient très évasifs. Je pense que vous avez mais c'est une grande vertu en fait, de tes conseils, parce que du coup, je pense que le principal objectif en philosophie, c'est d'être évasif. En fait. Non, mais il faut lire un peu de tout, et vous faire plaisir, et vous sentir concerné par ce que vous dites. C'est ce que je garde aussi, à la fois de l'hypocagne et de la cagne. Jamais écrire une dissertation en disant qu'il faut le faire. J'ai fait mes parties parce qu'il faut faire des sous-parties, que c'est nécessaire, et pas se donner l'impression de faire un devoir qui fait chier. Et qu'on construit artificiellement parce que la philosophie, on aime ça. En tout cas, les profs aiment ça, donc il faut donner l'impression qu'on l'aime. Et c'est, je pense, le principal mérite. Par rapport à la philosophie, ce qui est important aussi, c'est que vous ayez une certaine culture générale dans le domaine qui est au programme. Les sciences humaines, en plus, c'est un programme qui ne tombe jamais. Donc profitez-en, cultivez-vous sur je ne sais quelle tribu, de je ne sais quel pays. Lévi-Strauss parle des Indiens. Allez voir aussi des articles dans Sciences Humaines, la revue qui est très intéressante, qui paraît toutes les semaines. Il y a d'ailleurs Philo Magazine, bon ça ne vole pas toujours très haut, mais il y a tout. Mais ça suffit, il en faut pas tellement, vous vous rendrez compte en philosophie, vous allez faire des choses, moi j'étais tellement déçu. Pourtant la K2 est reconnue pour être soi-disant la meilleure, Cagne a fait non, franchement, je trouve que ça volait pas haut, mais il me reparaît bien M. Panzani, parce que voilà, il connaît aussi les écrivains de concours, mais il n'y a pas de prépa meilleur que d'autres. Et après, je dirais faire un travail lexical. Je vous disais aussi en histoire hier, aussi ça peut beaucoup vous aider, je pense même en colle, d'avoir de bonnes définitions, d'avoir un certain bagage un peu scolaire, un peu académique comme ça, sur les grandes distinctions conceptuelles. Voilà, si vous devez faire des fiches en philo, moi je dirais que c'est plutôt ça.
Et après, c'est plus voilà, des définitions, mais sinon, ne fichez pas les livres, hein, je vous l'ai dit hier, et quand vous lisez, prenez des notes tout de suite après avoir lu, en fermant le livre, qu'est-ce que vous avez tiré de votre lecture. Voilà. Vous avez fait une hypocagne, et une cagne pour la majorité d'entre vous, du coup, vous devez aller à l'essentiel. Et je pense que c'est ce qui change pas mal entre l'hypocagne et la cagne, et tu as fait ton introduction, j'étais pas là hier, donc je peux pas savoir ce que tu as raconté, mais je pense que une question qui m'a permis c'était Jeanne, je crois, qui demandait quelle était la différence entre les deux années, s'il y avait vraiment un grand gap entre les deux. Et en fait, la grande différence, c'est le programme, tout simplement, et ça rend les choses plus simples à cerner, si j'ose dire, mais comme l'a dit Pierre aussi, il y a cet hasard ou cette indétermination un petit peu des exigences du jury, en fait. Je pense que vous serez pris, quoi qu'il en soit, dans cet étau, malheureusement, entre l'exigence très scolaire d'une part, très prévisible, mais en même temps cette espèce de valeur ajoutée que chaque élève peut apporter, qui peut lui rapporter des points dans certains cas, si le jury à ce moment-là est disposé à entendre quelque chose d'un peu plus original, qui sort de sa culture personnelle. Donc vous serez un peu entre ces deux feux-là, mais je dirais d'assurer déjà la base académique, et ensuite, si vous pouvez faire des petites arabesques autour, permettez-les-vous, mais assurez-vous déjà de ne pas faire les erreurs basiques, parce que ça c'est ce qu'on... Voilà. En philosophie, ce qui m'a beaucoup déçu du coup, c'était que les dissertations consistaient en une montagne de poire, beaucoup plus formelle certainement qu'en hypocagne, et où chaque faute est comptabilisée et retire des points. Et ce que j'aimais en fait en philosophie, c'est qu'on se lançait, on disait ce qu'on pensait, avec la base ou pas d'auteurs qu'on connaissait. En cagne, jamais. Et vous allez voir, honnêtement, c'était ma passion la philosophie, et à la fin de l'année, je suis arrivé en me disant que je n'aimais plus la philosophie. Mais sinon, j'espère que ça vous fera pas cet effet-là, si vous aimez ça déjà, ou si vous n'aimez pas, je pense que ça ne fera rien, tant mieux. Mais chaque faute et chaque erreur de base sur tel auteur. Il y a des auteurs à connaître en philosophie politique, on avait ça l'année dernière. Les fautes de base sont comptabilisées, et puis ça retire des points, ils clashent comme ça les élèves, et ils les classent et ils les clashent. Encore que sur les Indiens Hopi, vous puissiez dire des choses dont le jury n'a pas connaissance et n'ira pas vérifier, mais ne jouez pas trop avec ça, puis vous avez de la chance quand même de tomber sur ce sujet enfin je vous envie de tomber sur les sciences humaines, sincèrement. Ouais. Non, mais tu sais que j'en pense à quoi. C'est rigolo comme sujet parce que donc, ça me permet de faire mon introduction par rapport à la philosophie, si je vais essayer d'aller un petit peu rapidement, mais c'est rigolo comme thème parce que, surtout je t'avoue ce que va faire M. Panzani, parce que pas mal d'entre vous allez la voir l'an prochain. C'est un prof qui n'aime pas ce genre de sujet, qui est un grand métaphysicien, fan de Heidegger et tout ça. Les sciences humaines, ça lui passe au-dessus de la tête, alors je me demande ce qu'il va faire. Je pense qu'il sera tout à fait sérieux parce qu'il fait des bons cours. Pour t'interrompre encore une fois, je me souviens d'un débat qui nous avait pris au moins 3/4 d'heure entre Panzani et cet exceptionnel élève qui est passé à l'une grande emploi, comment s'appelle-t-il ? Maxime, pardon, comment oublier Maxime, qui parlait justement du relativisme. Et Panzani était très fermé. Bon, bien sûr, il était dans l'interprétation du texte de Descartes, qui n'admet pas cela, mais... Les cartésiens, c'est tout. Voilà, mais du coup, il n'était pas ouvert à cette discussion. Enfin voilà, toujours est-il que c'est un sujet... Voilà, c'est rigolo parce que je pense que là, alors intervient... Je l'ai vu à la fin de l'année, elle trépignait d'impatience. Ah ouais, c'est fou, je sais moi qu'on comprend pas. Bon, elle est particulière. Oui, les sciences humaines, elles nous ont en tout cas, pour ceux, donc la majorité d'entre vous, pour ceux qui sont à peine non, je pense qu'il y a un grand intérêt à faire fusionner un petit peu les cours, je pense, des deux, parce que ça va vachement se compléter. Il y en a un qui sera certainement dans une perspective épistémologique. Alors, sciences humaines, ce sont des sciences
qu'il faut ménager l'objectivité de la science et l'humanité de l'objet, la subjectivité d'être comme ça. Et la fois, je serai en train de parler de Lévi-Strauss et des trucs cool. Et donc voilà, franchement, je me dis que ça va être intéressant de, si on peut, à mon avis, mettre en commun les cours, on y gagnera parce que c'est des profs totalement différents et sur ce sujet-là, ils sont d'autant plus différents que les objets, enfin les vues sur le sujet peuvent être totalement divergentes. Voilà. Donc ça me permet d'aborder le sujet de, enfin très rapidement le titre un peu de, enfin, l'intitulé de notre programme en philosophie des sciences humaines. Bon, je sais pas. Je vais pas faire semblant de faire un cours dessus parce que vous allez avoir des cours d'introduction de 20 pages, je connais des cagneux. Ce qui est intéressant, mais comme je le disais à l'instant, enfin, j'ai été formé à la Panzani, donc maintenant je pense à ça, mais il y a quand même science et humaine, et ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Ce sont deux mots qui ne vont vraiment pas ensemble à mesure où il y a une objectivité donnée par la science quant à l'objet. L'objectivité, ça fait l'objet, on prend des objets extérieurs pour les étudier. Et sciences humaines, ça implique de prendre pour objet soi-même, enfin pour prendre objet le sujet. Et c'est exactement ce que fait finalement la phénoménologie, la tradition merleau-pontienne et tout ça, à part ce fameux